Lyoto Machida contre Thiago Silva, c'est tout. J'ai beau chercher, trop rares sont les occurrences où deux combattants sur une belle série de victoires sont déjà très légitimes à un title fight, mais se rencontrent tout de même sans ceinture intérimaire en jeu. On pourrait dire Robbie Lawler contre Rory McDonald, on pourrait dire Kenny Florian contre Gray Maynard, peut-être, et encore, c'est vraiment très rare. Bref, ce week-end, c'est le cas de Manon Fiorot et Erin Blanchfield, toutes les deux à 6-0 à l'UFC, un choc au sommet des moins de 57 kilos qu'on va vous analyser dans cet épisode du Game Plan présenté par unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Si vous voulez jouer de manière récréative, vous pouvez cliquer sur le lien unibet.fr en description de cette vidéo pour obtenir un free bet allant jusqu'à 100 €. Et on insiste, juste de manière récréative. Bon, Brian, on va commencer d'ailleurs par là. Unibet.fr, il y a des codes de paris. Dimanche, là, tu m'envoies un message pour dire que tu piges pas la cote. Sur Unibet, à l'époque, à ce moment-là, Manon était à 2,10. Aujourd'hui, elle est à 2,48 et Blanchfield à 1,48. On est proche du 65-35 pour Blanchfield. Ça te surprenait déjà quand ça se rapprochait du 60-40. Là, ça te surprend, j'imagine, encore plus. Avant qu'on se lance dans l'analyse, toi, tu te positionnes plutôt où? C'est comme souvent, hein. Donc, avant de commencer à analyser les deux combattantes de manière objective, j'étais plutôt sur un 55-45 en faveur de Manon Fiorot. Maintenant, après m'être posé, tu vois, je peux partir plutôt sur un... vu que c'est en synchrone, j'expliquerai pourquoi. Je peux partir plutôt sur un 55-45 Blanchfield. Ok. Ouais. Et je pense que les 5%, je peux les comprendre parce que Blanchfield est américaine, tu vois. Ouais. Que C'est chez elle. C'est chez elle. Donc, je peux le comprendre. Voilà. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que j'ai l'impression de passer à côté de... enfin, est-ce que je passe à côté de quelque chose? C'était vraiment le truc. Donc, effectivement, le fait que ce soit en synchrone, je pense que ça explique pas mal de choses au niveau des pronostiqueurs. Sur le général, tu vois, si tu regardes sur les statistiques, c'est pas très compréhensible. Par contre, quand après statistiques, tu regardes les combats, je peux commencer à voir effectivement une réalité sportive, tu vois. D'accord. Donc, mais en fait, donc si, je peux voir plutôt un 55-45 et là que ça se creuse encore, je suis un peu étonné. Mais je peux commencer à le voir. Après, encore une fois, hein, on est sur 55-45, c'est une pièce qu'on jette, entre guillemets, tu vois. Je vois un gros chemin pour la victoire du côté de Manon et un gros chemin pour la victoire du côté de Erin, tu vois. Ouais, après, c'est une opposition de style, donc très généralement, dans ce genre de combat, les chemins vers la victoire sont assez gros, dans le sens où c'est très serré sur papier. Mais dès le premier round, on peut se dire, OK, ça se transforme en 80-20 parce que y en a une qui arrive vraiment à garder le combat dans son domaine de prédilection. Et donc, les probabilités explosent directement dès les 2-3 premières minutes de combat. Il y a un dernier point aussi, hein, qu'on a souvent, c'est que, comment dire ça, on peut faire des analyses et les pronostiqueurs ne peuvent faire que des analyses sur ce qu'ils voient et non pas sur ce qu'ils voient. Enfin, ils peuvent pas voir ce qui se passe à l'entraînement. Ils peuvent pas voir un état avancé de fatigue qui serait lié à quelque chose, les raisons, tu vois. Et donc, par exemple, le dernier combat contre Rose, le 3e round semblait difficile pour Manon Fiorot, physiquement, comme s'il y avait une baisse de cardio, alors qu'il était plutôt sur j'ai 2 rounds, je vais pas agrandir ma coupure, j'assure ma victoire, tu vois. Donc, ce genre d'élément-là peut aussi expliquer pourquoi les parieurs se disent non, mais attends, elle tiendra pas 5 rounds, tu vois. Je suis totalement d'accord parce qu'en fait, les codes de Paris, je pense, sont sortis au moment où c'était prévu sur 3 rounds. Donc, pour faire le contexte, à la base, c'était supposé être le co-main event. Le main event, c'était supposé être Sean Brady contre Vicente Luque. Sean Brady s'est blessé.
Vicente Luque combat finalement contre quelqu'un d'autre sur la carte, contre Joaquin Buckley, qui n'a pas la gueule dans Main Event. Donc Manon contre Erin est passée Main Event et par conséquent est passée en 5 rounds. Et force est de constater que la plupart des gens, que ce soit les oddmakers ou les parieurs, considèrent que 5 rounds va davantage avantager l'américaine par rapport à à Manon. Et je pense que ton analyse est correcte dans le sens où beaucoup de gens ont dit Manon, elle a ralenti dans le 3e round contre Rose. Et partait du principe que c'était une question de cardio et non une question de j'ai pris les 2 premiers, j'ai une coupure, j'ai pas envie que cette coupure m'amène vers une défaite par TKO, donc je ralentis et je fais un 3e round où il y a moins de volume, moins d'échanges. Alors, je propose qu'on commence comme d'habitude par les profils forces et faiblesses, à commencer par celle que notre audience connaît moins, Erin Blanchfield. Donc, Erin Blanchfield, 12 victoires, une défaite en professionnel. Comme j'ai déjà dit, invaincu en 6 combats à l'UFC. Sur son palmarès global, 2 victoires par KO, 4 par soumission et 6 à la décision. On l'a vu dans la vidéo hier du Volk. Elle a un background en Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, elle est ceinture noire. Elle a une expérience en kickboxing à l'âge ado. Et elle a fait ses débuts professionnels MMA à 18 ans. Aujourd'hui, elle en a 24. Donc, encore très jeune. Et ça aussi, ça peut alimenter un peu ce principe elle a 24 ans. Donc, elle va beaucoup progresser entre chacun des combats. Et c'est ce qu'on peut peut-être aussi, on peut spéculer dessus. On a l'impression qu'elle progresse entre chaque combat. Comment est-ce que tu établirais son profil sportif, ses forces et ses faiblesses? Je pense que c'est son grappling pour laquelle elle est le plus connu. Et clairement, je ne pense pas qu'on ait déjà vu dans les catégories féminines un grappling aussi bon. Grappling offensif en position au-dessus. Tatiana Suarez. Aussi bon que ça? Meilleur. Ah ouais. Faudrait que je regarde. En tout cas, moi, c'est celle qui me fait le plus peur pour toutes les nanas. Si on a une Tatiana Suarez qui arrête de se blesser, c'est une championne dominante. Ok, ça va. En tout cas, moi, j'étais vraiment très, très étonné par son grappling, que je trouve très, très bon, dès qu'elle est au-dessus. Elle n'a pas peur de boxer. Donc ça là-dessus, c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir. Et c'est une droitière, chose importante. Ouais. Je pense qu'elle est assez imposante pour sa catégorie aussi. Je pense pas que ce soit... Elle m'a l'air, ouais. Je sais pas si c'est en termes de poids, mais en tout cas, physiquement, elle prend souvent le dessus sur ses adversaires. Un tout petit peu moins dans son dernier combat, mais voilà, Santos, elle est aussi très physique. Très physique, hein. Voilà, donc assez confiante. Je la trouve très confiante. Ouais. C'est quoi son surnom déjà? Cold-Blooded. Cold-blooded. Ouais, c'est ça. Sans froid. Ben voilà, je la trouve confiante et je pense que c'est un peu le terme. Elle paraît, avec du sang-froid, enfin, genre robot, tu vois, un petit peu. On a 2 surnoms qui collent bien aux 2 combattantes de ce week-end. Moi, donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? Je trouve qu'elle se déplace bien en période creuse. Donc, tu sais, quand tu es au karaté range et qu'il n'y a pas d'action, elle a des bons petits déplacements proactifs. Par contre, quand elle doit se déplacer pour faire ses entrées, que ce soit en lutte ou en boxe, c'est pas ultra quali. Elle reste dans l'axe, elle est contrable. Elle a un très bon clinch à la cage. Je trouve qu'elle envoie bien ses coups de genoux. Elle a un bon contrôle. Elle a des bons crochetages pour amener au sol. C'est pas ça sa grande force, mais je pense que ça mérite quand même d'être souligné. Et voilà, j'avais dit un grappling évidemment bien plus que décent. Elle est physique, elle cherche à avancer de position et à terminer, que ce soit via du ground and pound ou des soumissions. Je pense que là, on a élaboré un bon profil. Sur les faiblesses, moi, c'est vraiment juste que je trouve qu'elle reste disponible au contre quand elle vient in deux pocket. Quand elle vient in deux pocket, elle n'a pas spécialement un bon positionnement, selon moi. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. Non, je t'avoue que j'ai pas trop remarqué ça. Je trouve que, en tout cas, il y a un peu le poker face. Je la trouve enfin, il n'y a pas beaucoup de variété debout, tu vois, mais je la trouve relativement efficace. Et ce poker face, je pense que ça joue aussi, tu vois, sur ce que les juges peuvent voir. Tout à fait. Ça, c'est important de le souligner. Et alors, où je suis étonné, tu vois, c'est que il semble que sa force principale, en tout cas où moi j'étais le plus surpris du niveau, c'est vraiment au sol quand elle est au-dessus, tu vois, où on se retrouve avec du riding un petit peu type Nurmagomedov, où elle va contrôler, elle va mettre du double gravine, elle va être au-dessus, elle va chercher à avancer. C'est pas encore, bien évidemment, je veux pas comparer le niveau, tu vois, mais il y a quand même une construction de jeu type grappling MMA
très, très intéressant pour le grand handpan Mhm. notamment et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en tout cas, l'aspect général fait que je la trouve vraiment, posée, tu vois? Et aux Ouais. yeux des juges, hem, ouais, aux yeux des juges, ça marque les esprits et là où j'étais étonné, voilà, c'est ça. Je trouve que sur ses derniers combats, elle a beaucoup moins utilisé son grappling, Son tu vois? grappling proactivement. Proactivement. Ouais. On a eu des combats où elle a mis 7 takedowns, je crois. Et sur la suite, elle était plutôt à un takedown, pas de tentative, des soumissions, mais sur le takedown adverse, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi j'ai cette impression que justement c'est une question de déplacement. C'est quand tu es en début de carrière UFC, tu as des nanas qui se positionnent mal dans la cage, qui se déplacent pas très bien, pas réactivement, et donc les entrées sont assez faciles. Et dès le moment où elle va rencontrer des Andrade ou des Taylor Santos qui se déplacent un peu mieux, elle va avoir plus de mal à trouver son entrée. Et donc elle va être moins proactive dans sa recherche d'amener au sol. Et d'ailleurs on le voit quand elle shoot sur Taylor, Mmh. c'est très Ouais, c'est télégraphié, vrai. assez facile à défendre. Et au moment où elle a obtenu ses takedowns, là, sur ce dernier combat, c'est plus des erreurs de Taylor Santos qui se jette en arrière et puis qui se fait prendre au sol tout simplement que une amenée au sol proactive Ah bah, de Erin Blanchfield. sur Taila Santos, elle a tenté 14 takedowns, elle en a eu aucun. Sérieux? Bah, ils ont. Attends, 14? Parce que j'ai regardé le combat hier, j'ai pas l'impression qu'elle en Bah ouais, tente moi non 14. plus, Donc hein. j'ai l'impression qu'une fois qu'elle est au clinch et qu'elle déplace son pied sur l'extérieur du pied de Taylor Santos, les gens se sont dit, ah, ça c'est une tentative, tu Comme quoi, et ça, on va en parler, hein, pour Manon sur les statistiques. Il faut vraiment, ça peut pas être utilisé de manière, Non, 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 non. unique. Il faut regarder les statistiques et après les mettre, voir ce qui s'est passé, Mettre en ouais, les mettre en perspective, ouais. perspective sur le combat. Heu, Je suis totalement parce d'accord. que, là, on pourrait se dire: «Attends, 0/14, elle a 0 de takedown». De l'autre côté, on a, Manon, son dernier combat, elle 91%, a elle a défendu, je sais pas combien de takedowns de Rose et on se dit: «Bah, c'est bon, elle va garder le combat debout». Mais la réalité, elle est on peut. complètement différente. Il faut vraiment aller voir les choses, comment Ouais. elle se place et cetera pour se dire: «Est-ce que ça peut matcher, quoi?» Ouais, mais en fait, le meilleur exemple, tu peux pas juste prendre les stats pour prendre les stats. Tu vas prendre Merab, le pourcentage de takedown Exactement. réussi contre Peter Yan. Tu vas dire, oh, Mmh, mmh, ça mmh, mmh, va. Mais en fait, non, la stratégie de Merab, c'est justement d'y aller à mmh, mmh, l'usure, mmh. d'en réussir 1 sur 5, mais que quand tu le réussis, ça fatigue, et quand tu rates, ça fatigue l'autre Ouais, bien aussi. sûr. C'est une question stratégique. Ok, ben on garde ça en tête, parce qu'à mon avis, ce sera Ouais. plus intéressant quand on parlera des game plans. Donc du côté de Manon, évidemment, on la connaît très bien. On va quand même faire un résumé, hein. 11 victoires, une défaite, donc un palmarès totalement similaire à un combat près, à une victoire près à celui de son adversaire. Elle est également invaincue en 6 combats à l'UFC. Elle, dans sa carrière, 0 soumission, 5 victoires par décision, 6 par KO. Style karatéka, bonne gestion de la distance, compréhension de l'espace, compréhension de l'utilité des feintes en MMA. Elle attaque beaucoup en blitz avec un large arsenal technique, incluant des sidekicks, des high kicks avec la jambe avant, euh, beaucoup en ligne, mais elle a quand même un check hook assez intéressant, et gauchère. Est-ce que c'est un bon tour d'horizon pour Manon, tu dirais? Ouais, je pense que c'est un bon tour d'horizon. Heu, Et physique. physique, Physiquement forte pour la division aussi. enfin, moi, je trouve qu'elle travaille bien sur la manière de mettre la pression, tu vois, aussi? Mhm. Donc en ligne, on est d'accord, mais il y a quand même une volonté derrière de pouvoir, gratter des centimètres, s'imposer, tu vois? Ouais. Non, non, rien d'autre et puis, bah, on va en parler, mais sur sa défense de takedown peut-être, c'est un Ouais. point important. Très, très bonne, défense de takedown. Alors, bah, on en revient sur les statistiques, elle est notée à 91 Tout à de fait. et alors, je voulais savoir, où était le takedown qui avait foiré, tu vois? C'était contre Maya. Ouais et tu l'as vu ce takedown? Non seulement je l'ai vu, et en plus de ça, il faut parler quand tu perds en pourcentage en takedown, il faut aussi voir, comme tu disais la fois passée, le schéma Pour offensif moi qu'il y a eu pour moi, elle a derrière. 100 de défense de takedown. Voilà, Le takedown, exactement. elle pose les fesses au sol, elle met sa main, elle se relève et elle finit au-dessus, je crois Ouais, et ça a été c'est ça. considéré comme un takedown validé pour son adversaire. C'est comme quoi ça des fois, il faut arrêter, quoi. Takedown Ouais. MMA, c'est pas takedown de lutte, les amis. Enfin, je parle C'est pas les fesses au sol. je Ouais, parle à ceux qui font les stats du UFC. Il faut qu'ils passent sur autre chose. Ça, c'est pas un takedown qui est validé par les juges, quoi. Il se passe rien, surtout non. qu'elle finit au-dessus, tu vois? Ah ouais. Avec les nou Ah ouais, elle gagne elle gagne l'action. Elle gagne l'action avec les totalement. nouvelles règles, Oh, c'est pas un takedown.
entre guillemets, qui permet d'avoir un impact sur l'aspect grappling, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que l'objectif de Maya, c'était d'amener ça au sol. Et elle y arrive trop brièvement. Enfin, elle y arrive, c'est encore même pas le bon terme, tu vois, mais elle met les fesses de Manon au sol. Puis, elle se dispute 2 fois la main d'appui. Manon enlève 2 fois. Et la deuxième fois, elle arrive à se relever et puis prendre une position dominante. Donc, clairement, voilà, sur les stats, c'est impressionnant du côté de Manon. Dans mon livre, on est à 100%. Et ça devrait être 100%. Ouais. Par contre, voilà, on est obligé de nuancer. Elle a jamais rencontré une lutteuse qui allait chercher probablement avec autant de proactivité une amenée au sol et qui avait peut-être autant de qualité en lutte offensive. Si ce n'est Rose, on sous-estime souvent sa lutte offensive. Elle a quand même des bons takedowns. Maintenant, c'est pas le style identique à celui de Erin Blanchfield. Ouais, je pense pas. Je dirais. Je pense pas, non. Eh ben, je pense que là, on a fait un bon petit tour d'horizon et on va passer au cœur de ce podcast qui s'appelle le game plan. Donc, on va parler des game plans. Alors, avant de parler des game plans, c'est ici qu'on va vraiment parler de la dynamique du combat. C'est sur 5 rounds qui a été prévu tardivement. À la base, c'était prévu sur 3. Donc, l'autre élément, c'est on voit clairement ça comme une opposition de style. Avant le combat, le chemin vers la victoire le plus sûr pour Manon, c'est debout. Pour Blanchfield, c'est au sol. Peut simplifier comme ça. On sait qu'il y a des éléments qui se rajoutent, mais grosso modo, c'est ça. Alors, j'ai commencé par la question classique et attendue maintenant, puisqu'on en a parlé en introduction. Le 5 rounds, ça avantage Erin, selon toi? Et si oui, pourquoi? Ah bah oui, je pense qu'on sera tous d'accord. Pour moi, ça avantage Erin Blanchfield. Je pense qu'elle a... Ouais, je sais pas au niveau du cardio, mais je pense que ça va avantager vraiment le style lutte grappling, tu vois. Être capable de pouvoir pousser à la cage, mettre la pression, chercher à mettre au sol et créer une sorte de fatigue. De fatigue dans les jambes, dans les bras, qui va impacter Manon sur le 4 et le 4e et le 5e round. Manon, c'est pas une contreuse réellement. Je pense pas qu'on puisse dire qu'elle est capable de contrer type sniper. Non, en fait, comme la plupart des gens qui viennent du karaté, c'est plus initié dans lequel ils sont forts. Elle engage très très bien. Les contres, elle sait en mettre, mais c'est pas sa spécialité debout. Ouais. Ça peut pour un striker qui a un style un peu plus contreur, sur un 5 rounds, je trouve ça intéressant parce qu'il a plus de fenêtres de tir, entre guillemets, que sur un 3 rounds face à un lutteur. Mais là, on passe de l'autre côté où je pense qu'effectivement, le 5 rounds avantage grandement Erin Blanchfield. Ouais. Ok. En fait, moi, ce que j'ai fait pour préparer ici, c'est j'ai regardé les 2 combats de Manon à l'UFC contre des adversaires qui devaient vouloir l'amener au sol proactivement. Ouais. Donc, il y a Meira Bueno Silva qui a qui tenté 0. Meira Bueno Silva, celle qui vient de perdre pour la ceinture bantamweight. Très très bon sol. Elle a tenté 0 amené au sol contre Manon. Donc est-ce que c'est un manque de fight IQ de la part de la brésilienne ou est-ce que c'est parce qu'elle avait aucune entrée en lutte? Je sais pas. Et puis il y avait Jennifer Maia dont on a déjà discuté. Jennifer Maia qui a eu du mal à créer des bonnes entrées et qui a vraiment galéré à réussir à amener au sol. On comptabilise un faux takedown selon toi et moi. Et alors, l'approche de Manon face à ses combattantes, c'est de favoriser le déplacement. Un peu à la Cyril Gane. Tu te déplaces tellement et tu imposes une distance karaté tellement lointaine qu'en fait, tu enlèves l'envie des lutteurs de venir casser cette distance parce que les lutteurs vont savoir que ça part de trop loin, ça va être énergivore plus pour eux que pour l'autre, qu'il y a un risque de contre, etc. etc. J'en parlais tout le temps quand je faisais l'analyse de Cyril Gane, c'est... tous ceux qui combattent contre Cyril Gane devraient vouloir rentrer dans la cage avec l'envie de le mettre au sol. Et le fait qu'il y ait eu si peu de tentatives de takedown contre Cyril Gane, c'est pas parce que ses adversaires sont bêtes, c'est juste que quand ils rentrent dans la cage face à Cyril, ils voient la distance et ils se disent « je vais pas shooter d'ici ». Et je pense qu'avec Manon, c'est pareil. Elle change beaucoup d'angle, tu l'as dit, elle a un bon travail de changement d'angle, elle impose une distance qui est assez lointaine, elle arrive à mettre l'adversaire sur le pied arrière avec un jeu de pression assez intéressant et elle est capable d'exploser et sortir avant de se faire agripper. Donc ça, c'est intéressant. Mais l'autre côté, c'est que effectivement, quand tu regardes le 3e round contre Jennifer Maia, tu sens qu'elle n'est pas ultra fatiguée, Manon, mais qu'elle est moins fraîche que dans le premier round, ce qui est logique, ce qui signifie qu'elle adapte son jeu en
maintenant autant de déplacements, mais étant donné qu'elle est un peu plus fatiguée, elle diminue son volume de jeu en contrepartie. Donc elle sera moins active et c'est pour ça où je te rejoins. Le Saint Grand risque d'avantager Erin pas dans le sens où Erin va avoir plus de facilité à amener au sol, mais dans le sens où Manon risque d'être moins active et donc il y a des portes plus ouvertes pour Erin pour prendre les rounds sur la fin du combat. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Mais là où on doit nuancer, mais ça en tant qu'analyste, on n'est pas supposé le savoir, en aparté, on sait que les performances de Manon à l'UFC PI sur tout ce qui touche au cardio sont excellentissimes. Et donc, c'est juste parce qu'on est sur Fight Minds, on peut partir du principe que elle va pas tant ralentir que ça dans le 4 et 5, si on prend cet indicateur. Ouais, moi Mais on peut pas s'y ouais, fier à 100%. les indicateurs physiologiques sont vraiment à prendre avec des pincettes, parce que je vous assure que en fonction de la direction du combat, donc l'indicateur physiologique, il est fait, j'imagine, sur un tapis où tu cours, tu vois. Et c'est une course à pied, tu as Ouais, pas c'est les tests Ouais, classiques voilà, de tu n'as VO2 pas max et tout de ça, quoi. Ouais. compression, tu peux respirer comme en boxe anglaise, tu vois? Quel est ton rythme? C'est pas du tout mais vraiment pas du tout la même, respiration, le même, comment dire ça? La même fatigue qui s'accumule que quand tu fais de la lutte, tu vois? Ça a Bien sûr, strictement c'est pas rien à du tout voir. la même, Et c'est pas du tout la même dépense énergétique. Moi, je ah prends ouais, toujours non, cet et exemple. J'avais c'est quelqu'un qui faisait des Ironman qui venait à mes cours. Le mec, je me dis, ouais, ça va être une machine et tout. Premier round de grappling qu'il fait, le mec, après 3 minutes, il était ah ouais, cuit, quoi. non, c'est Le mec fait des Ironman, ah les ouais. vrais Ironman, hein, avec le 42 km de course Ah à ouais, la mais fin, je viens quoi. de croire. Moi, je me rappelle avoir des kickboxers ils ont fait 1 minute de sol, ils sont sortis de là comme s'ils avaient fait l'apnée, tu vois, et ils disent, mais attends, c'est pas possible, mon cardio il est trop bon, je fais 12 fois 3 sans problème, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ouais, et on n'est pas en train d'insulter, ça va Non, dans non, l'autre non. sens aussi, hein. Tu prends un gars du MMA qui va faire de la boxe anglaise, il sera cuit. Exactement, Ouais, exactement. Et ouais. ça, le meilleur exemple, c'est Georges Saint-Pierre qui dit que boxe anglaise, il a un cardio de, je crois qu'il avait dit 5 rounds de 3 minutes. Ouais, ça, j'ai pas la Je ref, crois que mais c'était ça me ça. semble Il disait logique. Ouais. qu'il avait il avait un cardio de 5 rounds de 3 minutes à tout casser, tu vois. À partir du troisième, ça commence à diminuer. C'est normal, c'est clairement normal. Mais pour en revenir à Manon, il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas et que les autres n'ont pas aussi, c'est son niveau au sol, tu vois. Ouais, Euh, ça c'est le point d'interrogation. c'est un point d'interrogation. Bon, ceux qui sont à son club le connaissent. Euh, Aldric le connaît bien évidemment. Il a vu tourner avec d'autres qui ont vraiment du niveau et tout. Mais nous, on l'a pas. Donc, on ne peut faire que sur ce qu'on a vu. Ouais. Que sur ce qu'on a vu. Et on doit aussi partir du principe, un principe un peu important, c'est que Erin Blanchfield, le niveau qu'elle montre en combat est inférieur au niveau qu'elle a à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Dans quel sens? Je pense, moi, personnellement, que un très bon grappleur, très très bon grappleur, tu vois, à l'entraînement, il va faire des trucs, tu te dis, mais ce gars-là est incroyable. Il va y avoir toujours une légère diminution de performance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une légère diminution de performance en combat. Et en fait, quand tu es capable, par exemple, de mettre KO en combat ou de soumettre, c'est que tu es vraiment, vraiment fort, tu vois. Ouais. C'est que Ouais. tu peux pas dire: «Oh non, mais ça va, c'est pas parce qu'elle a deux trois soumissions en combat que, elle a réussi à soumettre une nana qui a pas de niveau au sol». Non, si elle a réussi à le faire à l'UFC, c'est qu'elle est vraiment, vraiment très forte et qu'il faut s'en méfier parce que on n'a pas encore vu, bah, voilà, comme, avec Manon, nous, on n'a pas pu voir l'étendue de ce qu'elle est capable de faire. Bah, il faut imaginer que du côté d'Erin Blanchfield, c'est la même chose. On n'a pas encore vu l'étendue de son niveau au sol, tu vois? On Ouais, a des ouais. Et en bribes, hein. fait, Ouais. j'ai envie de rebondir sur ce que tu avais dit plus tôt par rapport à son niveau. J'ai vu quelqu'un commenter, je sais plus où, mais qui essayait d'un peu casser le niveau d'Erin Blanchfield au sol en disant elle a rencontré que des niveaux amateurs au sol, genre je pense en parlant de Macan. En fait, non, je pense qu'on a l'impression que Macan n'a aucun niveau au sol parce que face à Erin Blanchfield, il y a un écart de niveau tel que elle l'a fait passer pour une amateur. Mais même Mais il y a du ouais, niveau au ouais. sol chez Macan. Donc, c'est juste pour dire à quel point elle est Ouais, supérieure ouais. à la moyenne dans cette division. Et puis trouver une soumission comme ça sur une combattante pro dans ses premiers rounds, C'est dans le premier round, ouais, il me c'est semble. pas rien, hein. La Kimura en side comme ça, si vous faites un petit peu de sol et tout, c'est compliqué à obtenir. C'est pas Bah, des plus simples et il faut avoir du niveau, bah, comme, Makhachev qui l'a placé.
C'est J'allais dire, les 3 premiers qui me viennent en tête, c'est Makhachev contre Hooker, Frank Mir contre Big Nog, ça c'est très très ouais, ouais. impressionnant, et Luke Rockhold contre Tim Butch à une main. Ah ouais, je vois. C'est C'est plus magnifique. ouais, quand il vient tirer à l'arrière. Ouais. Ouah, ouais, celle-là je devais la citer parce que ceux qui n'ont jamais vu cette soumission de Luke Rockhold, allez Mhm. voir, hein, allez voir, c'est Mais spectaculaire. non, mais quand tu penses à Frank Mir ou Islam Makhachev, c'est du très très haut niveau sur des combattants Ouais. qui sont, ouais, effectivement, enfin, sauf pour, Big Nog, ouais, bon, après, tu vois, il était en fin de, ouais. ouais, on est Mais c'est d'accord, vrai mais qu'après il s'est fait soumettre par Verdum aussi, mais voilà, ça reste un très très on est très bon d'accord. grappleur. Mais vous devez quand même imaginer que ça reste très très compliqué, et même à l'entraînement, quand vous êtes avec des gars qui ont moins de niveau que vous, de mettre une soumission dans les premières minutes, c'est pas aussi simple que ça peut paraître. Avec le stress, avec toute l'énergie, avec la force que vous avez décuplée, parce que la force, elle se décuple un petit peu, hein, en Ouais, combat. ouais. Et puis, tu as ce truc dont on a parlé il y a pas longtemps aussi, le fait qu'à l'entraînement, les gens vont quand même taper un tout petit peu plus vite qu'en combat. Et Exactement. donc, tu as cette habitude de ah ben là, il est supposé taper, il tape pas. Georges Saint-Pierre d'Anardi Ouais. dans le premier Mhm. round. Ouais, tu vois, c'est typiquement ça selon moi. C'est Georges Saint-Pierre, il va sur la soumission. Allez, d'habitude, les gens ils tapent là, et d'Anardi au mental, il sort de ça. Pareil pour la clé de bras qui suit. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué de Mhm. soumettre quelqu'un. Et j'ai presque envie de dire, c'est plus compliqué de soumettre quelqu'un sur un membre que sur un étranglement. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que tu as intérêt vraiment à être proche de la fracture, hein, Ou être prêt à le faire, ou être quoi. prêt à le Comme faire, hein. Frank Mir contre Big Nog, ouais. Exactement, ou de la luxation. Parce que en plus, chez les femmes, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que Oui. il y a enfin, chez les femmes, je n'ai pas envie de faire généralité non plus, mais il y a un peu plus d'élasticité au niveau des Ouais. ligaments, et on a souvent sur des clés d'épaule, eh bien, pas de tap out, mais un bras Une hyper ouais, et extension, puis quoi. une épaule qui se déloge tout simplement, hein. Plop, ça saute. Elle n'a pas tapé, et je crois que c'est arrivé 2 fois en combat Ouais, féminin. je sais plus c'est lequel, mais il y a 2-3 ans, il y a eu un truc méga impressionnant où tu étais là, tous les mecs regardaient ça en faisant, qu'est-ce qui se passe là? Mm. Pourquoi elle tape pas? Ouais, ouais, il y a un peu Ouais. plus d'élasticité, entre guillemets, sur. Mm. Ok, bah revenons un peu sur le fil de nos Ouais. idées. Donc maintenant, Manon est underdog Mhm. aux yeux de Unibet.fr. Donc on commence le game plan du côté de Manon. Quelles sont les recommandations de ton côté pour maximiser les chances de victoire face à un profil comme celui d'Erin Blanchfield? Je pense qu'on doit avoir, en tout cas sur ce game plan-là, il va falloir utiliser ce synchrone à son avantage. Mm. Pour moi, c'est la Ouais. priorité avant de réfléchir un petit peu quelle technique va fonctionner, etc. Mais plutôt de se dire quels seraient les rounds que je pourrais prendre pour Mhm. m'assurer une victoire à la décision. Bien évidemment, s'il y a des ouvertures, on est là pour le finish. Mais c'est ce que j'expliquais à un de mes élèves. Il me demandait, je sais pas comment appréhender un combat, si je dois me dire, ah, je vais le finir, etc. Et je lui disais, non, nous, en tant que coach, en tant que combattant, notre stratégie, c'est de prendre les rounds. Mais tu prends tes rounds en cherchant le finish, entre guillemets, tu C'est vois. ça. Donc, tu dois montrer aux yeux des juges, que ce soit en grappling ou en striking, que tu es là pour terminer, même si tu veux pas le faire intentionnellement, tu vois. Et Mhm. donc après, bah voilà, si y a le finish, il y a le finish. Mais tu peux pas dire, je vais prendre mes rounds comme Rose Namajunas, j'ai touché, hop, j'ai touché, etc. Et je le perds à la décision partagée, tu vois. Et tu comprends pas pour quelle Ouais. raison. Tu dois montrer dans ton intention que tu es là pour terminer le combat, chercher le finish, que ce soit dans le grappling et tout. Et donc, pour en revenir à Manon, je pense qu'elle doit non pas faire, elle le fera pas, hein, de la touche, mais Non. réfléchir quels sont les rounds qu'elle va vouloir prendre pour pouvoir s'assurer, en tout cas au pire des cas, bien évidemment, une décision favorable. Mais en fait, moi, c'est ça. Je l'avais aussi noté en premier. C'est rentrer dans le combat avec l'état d'esprit. Je dois gagner à la décision. Si un finish se présente, je le prends évidemment. Mais c'est le genre de combat où si tu viens avec la stratégie de je vais la finir dans le Ouais. 2-3 par exemple, c'est une grave erreur parce que tu risques de te griller à Mm. vouloir finaliser. Et dans ce genre de combat, si tu te grilles davantage que ton adversaire, ben, c'est la porte ouverte vers la victoire pour ton adversaire que tu lui offres en fait. Hein. Donc pour moi, ouais, clairement, la stratégie initiale, c'est comment est-ce que je gagne à la décision. Si un finish se présente, je le prends évidemment, mais c'est comment approcher le Mm. combat de sorte à le gagner sur les 5 rounds. Ouais. Donc, et on revient là-dessus, il y a cette stratégie de, OK, de base, je vais prendre 3 rounds de manière claire et ne pas perdre un 18 sur les 2 autres. Mm.
il faut toujours rajouter cette petite nuance qui est importante. Donc, ok, ça c'est la base. Maintenant, plus techniquement, plus stratégiquement, qu'est-ce que tu mets en place pour assurer ça? Alors, maintenant, sur les runes, je pense que le rune 1 est accessible. Ouais, En restant à distance, en touchant, en frappant, en sortant. Le rune 1 pour moi, est prenable. Donc, si elle part déjà en prenant le rune 1, on a un gros avantage et sur ce rune 1, je pense qu'il va falloir commencer à, comment je pourrais dire ça? Garder à distance et rester avec les lances relativement loin pour pouvoir voir les takedowns. Je pense qu'il va falloir imposer, entre guillemets, une sorte de contretemps. Il faut ouais, pas que Blanchfield puisse se retrouver à l'aise pour shooter, tu vois. Elle doit ne pas exact. avoir de solution. Elle doit rentrer dans ce deuxième round en se disant, mince, comment je vais faire pour prendre ce round? Comment je vais faire pour la mettre au sol? Je ne trouve pas ma distance, elle bouge trop, je me prends des jabs, il faut que je fasse attention, je peux pas me découvrir et tout. Ouais. J'aime bien ce que tu dis parce que ça rejoint ce que dit Aldric souvent quand il y a striker contre grappleur. Le premier round a l'avantage du striker, ça met beaucoup de pression sur Sur les le épaules. grappleur, surtout en 3 rounds, mais c'est aussi le cas Mmh. en 5. Et donc prendre le premier est très important. Et la manière de prendre le premier dans ce cas de figure quand les deux sont relativement fraîches, c'est comme tu as dit, c'est marquer ses points sans offrir d'opportunité à Erin Blanchfield de rentrer dans son domaine de prédilection. Donc c'est aller toucher avec des armes longues, j'ai envie d'appeler ça comme ça, toucher des armes longues sans que au moment où tu touches, tu donnes une opportunité de rentrer au clinch ou rentrer sur tes hanches. Donc c'est ne pas exposer. Je sais, j'aime pas dire ne pas, mais clairement il faut pas exposer les hanches, il faut pas exposer le dos et il faut marquer les points. Donc le jab piquant pour sortir en garde ouverte. Si tu envoies le bras arrière, il faut pas faire l'erreur de Cyril Gane contre John Jones où ça expose le dos Mmh. et ça permet de le prendre. Donc si ça loupe, avoir vraiment ce réflexe de venir chercher le underhook. Et alors moi, il y a un élément que j'ai noté, c'est elle a beaucoup utilisé contre Jennifer Maya, c'est les stop kicks Dans dans à la dans le jambe. genou? Ouais, dans le genou. Mmh mh. Ouais, ces sidekicks sont vraiment très, très bons. Je pense que, Mm. forcément, Erin Blanchfield va s'y attendre, hein, parce que c'est vraiment, enfin, sa signature en termes de technique. Ouais. Effectivement, stop kick et Mais même si tu t'y attends, c'est quand même compliqué d'exploiter ça pour un lutteur, je je trouve. pense J'y ai réfléchi hier soir et je dis, en tant que lutteur, comment exploiter le stop kick vers le genou pour lutter, à part un excellent déplacement non. qui lui fait manquer. Le sidekick au corps, je pense qu'il est exploitable, tu vois? Type, Oui, tu viens oui, enrouler, tu tires la jambe ou des trucs comme ça. Mais ouais, par contre, je pense qu'elle aurait un intérêt, tu vois? Toi, tu parles du genou, de pouvoir utiliser cette entrée de sidekick. On me demandait ça il y a quel jour on est? Samedi, on me demandait ça, tu vois? Est-ce que c'est intéressant de faire des sidekicks à la tête, tu vois? Et c'était un peu drôle comme question parce qu'effectivement, mettre un Chito Vera contre Rob ouais, et Font. puis mettre Si, ouais. ton pied dans la tronche de ton adversaire, c'est toujours intéressant, tu vois? Mais derrière la question, elle est, qu'effectivement les sidekicks, c'est toujours «au corps» entre guillemets, tu vois? Un petit peu au genou, Ouais. mais à la tête, c'est très rare. Et comme c'est très rare, forcément la défense adverse, elle sera beaucoup moins là. Si en plus Erin Ouais. Blanchfield s'attend à ce que ça arrive au corps, si elle commence à descendre pour saisir et que ça vient dans sa tête, tu vois? C'est des choses qui vont commencer à mettre du doute. Ou alors tu as Ouais. les hook kicks, Hook tu vois? kick. Ouais. Tu montes ta jambe, ça a exactement le même démarrage et paf, tu viens frapper, on sera en garde ouverte, hein, il faut le rappeler et les Ouais. les les hook kicks en garde ouverte, moi je commence un peu à le rajouter, même si je manque beaucoup de souplesse, ça marche quand même, tu vois? Sur des plus Ouais, petits et justement, Chito Vera, il a placé les deux, il me semble, contre Rob Font. Il a vraiment le sidekick qui vient pleine face de droit, et puis dans le round d'après, je pense qu'il y a le ouais. hook kick qui vient sur le côté du Donc visage. ça pourrait être intéressant, ce genre de choses. Genou, comme tu dis, Hum, feinter comme Ouais, si tu allais monter en middle et on pourrait s'attendre à avoir une Erin Blanchfield qui s'y attend, qui s'y est préparée et heu et qui se ouais, prenne, surprise. Mais peut-être pas au premier round, par non, contre. peut-être pas, effectivement. Non, non. Ou voilà, sur les 20 dernières Ouais. secondes, si tu sais que, encore une fois, il y a cette stratégie, ok, sur les 4 premières minutes, j'ai pris un large Mmh, avantage, mmh donc mh. même si je me fais amener au sol sur les 20 dernières secondes, c'est pas grave. Par contre, il y a aussi l'esprit confiance en soi, tu vois, si tu arrives à faire en sorte que sur le premier round, Erin shoot 3-4 fois et rate les 3-4 fois en dépensant de l'énergie, d'un point de vue mental et confiance en Mmh. Erin, ça peut lui faire baisser son régime, la rendre plus attentiste. Euh,
Donc là-dessus, on s'est bien Ouais. rejoint. Sur la question du Ouais, clinch, parce que tu as parlé Erin trouvait qu'elle avait un bon travail de clinch. ouais. Je pense que Manon a un gros travail peut-être à faire aussi en coude, en genou. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est le tout dernier point. J'ai mis avoir bossé massivement les dégâts au clinch, coude et genou, et avoir de la responsabilité défensive en sortie de clinch, parce que les 2 moments les plus chauds de toute la carrière de Manon à l'UFC, c'est 2 fois en sortie de clinch. Elle prend un high kick contre Jennifer Maia dans le 2e round en sortie de clinch, et pareil contre Chukagan. Et on a vu justement Erin Blanchfield de temps en temps bull rush de manière non qualitative, mais bull rush après une sortie de clinch. Donc elle a ça dans son jeu. Donc il faut absolument travailler une responsabilité défensive à la sortie de clinch, parce que maintenant on travaille bien avec les mains basses, ce qui a ses avantages par rapport à son style, de venir de loin avec des jabs qui viennent sur un angle non habituel. Par contre, ce réflexe en sortie de clinch est très mauvais. Donc en sortie de clinch, j'aurais tendance à avoir une responsabilité garde haute. Et une fois qu'on a reset, là on revient sur la garde basse. Ça, je me demande si ça a pas un lien, tu vois, sur la question des sorties de clinch où il peut y avoir un manquement. C'est que, tu vois, par exemple, quand tu vas te préparer face à quelqu'un qui veut te mettre au sol, tu travailles pour te relever, tu vois. Et en fait, Ouais, bah, tu drilles comme ça. Tu as quelqu'un qui t'a mis au sol, tu travailles ton lever technique ou tes sprawls. Et souvent, les élèves ou les combattants, une fois qu'ils ont réussi à se remettre debout, hop, ils sortent et puis ils se remettent en position pour pouvoir driller comme ça, tu vois. mhm, Et c'est des mauvais réflexes parce que au final, tu as ouais, des gens qui, hop, hop, travaillent, ils sortent du clinch et pour eux, c'est terminé, entre guillemets, tu vois. Et ils se rendent ouais. pas compte, ben non, ça, c'est pas terminé parce que le lutteur qui est toujours en train de chercher, eh ben, tu sais, il y a un moment de la frustration. Il voit que l'autre s'échappe, tu vois, il va vouloir mettre une patate, tu L'overhand, ouais, vois, ouais, ou c'est un truc ça, comme ça. c'est ça. Et ça, c'est un truc, je pense, en tout cas, nous, on le bosse beaucoup, les sorties de clinch, et je demande, en tout cas, à mes élèves de le faire pour pas se faire surprendre en combat. Le gars sort, vous devez directement être dessus, feinter, travailler pour reboxer, pour ne pas avoir de surprise l'un et l'autre. Et on a eu une belle Ouais. victoire l'année dernière comme ça, avec une sortie de clinch. Mon gars qui au clinch et tout, l'autre sort, il pense qu'il est safe, tu vois, il était au sol, et il lui a mis un high kick en sortie, KO. Et ça Ben coûte voilà. cher hein, pour eux, quoi. En fait, c'est marrant parce que tu as cette logique chez les lutteurs, tu vois. Tu as vraiment, OK, le gars se sépare, boum, je Mm. reshoot dans ses jambes ou je cherche le mat return. Et en pied-point, tu l'as un tout petit peu moins. En pied-point, tu as l'impression que la sortie de clinch, c'est un genre de reset. Les deux vont se remettre à Ouais. distance. Et c'est potentiellement soit une erreur si t'es pas attentif à ce moment-là, soit un gros avantage que tu peux te donner si justement tu accélères à ce moment-là, parce que les gens n'ont pas cette habitude en Mm. pied-point. Et il y a encore aujourd'hui moyen de Bah, capitaliser c'est dessus. tout simple, hein. T'as un arbitre qui vient séparer et reculer, tu vois, où t'as plus le droit de frapper. Alors, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans les ouais. sports de percussion, t'as ça. T'avais Bob Duran, hein, ceux qui connaissent pas, c'est Roberto Duran. Enfin voilà. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait au clinch et quand il sentait l'arbitre qui venait pour séparer, tu vois, avant que l'arbitre intervienne, souvent il y Il avait sépare un lui-même, ouais. relâchement adverse et c'est là, paf, Ouais. paf, qui reboxait et tout, tu vois. Ça, je trouve ça trop intelligent, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça, hein, que aujourd'hui tu vois d'ailleurs beaucoup dans les box, dans les combats de boxe anglaise où même quand l'arbitre est là, ils sont encore un tout petit peu en train de se tenir juste pour avoir cette Ouais. sécurité de OK, l'arbitre a bien Et, séparé, et il n'y a pas ce risque, ouais. lui, il attendait vraiment ce moment-là. Et ça, c'est vraiment des espaces creux comme ça qu'il faut Ouais. travailler. Hop, et ça part. Tu peux pas te dire, oh mince, j'ai raté mon takedown ou c'est fatigant. Tu sais que c'est des ouvertures pour la boxe, tu sais que c'est des ouvertures pour le kickboxing. Ouais. Mhm. Alors moi, il y a 3 autres points que j'avais Ouais. notés. Donc d'abord sur les réactions défensives en pied-point. Enfin debout, je vais pas dire en pied-point parce que ça fonctionne aussi pour quand Erin va engager en lutte debout. Euh, les réactions défensives, il faut pouvoir les varier. On en a déjà parlé dans plusieurs Mm. podcasts, mais je pense qu'en début de combat, elle doit favoriser le désengagement sur du jeu de jambes, ce qui signifie que pendant le combat et pendant ce premier round, elle doit absolument essayer de prendre le centre ou en tout cas avoir de l'espace derrière elle pour pouvoir désengager. Et au fil du combat, commencer à varier ça, à faire croire que OK, maintenant tu crois que je vais tout le temps désengager. Eh ben non, maintenant je vais juste faire un step back, contrer et ressortir derrière. Donc c'est vraiment Mm. en 3 temps. C'est je sors, je contre et je ressors. C'est pas je sors, je contre et puis j'attends, parce que là, comme tu l'as dit, Erin Blanchfield, poker face, elle est capable d'encaisser un coup et de continuer à avancer. Si tu te dis, OK, je vais la contrer, elle va reset, c'est une erreur. Elle va pas reset. Quand tu la contres, elle va pas reculer. Tu la contres, elle va se dire, OK, je me suis fait toucher, maintenant il faut absolument que j'agrippe.
Et puis de temps en temps aussi, venir à la rencontre, parce qu'on vient d'en parler, le clinch, je pense que ça peut être aussi bénéfique pour Manon. Donc si elle prend confiance dans son clinch, dans ce combat, quand Erin attaque ou cherche à casser la distance, tu peux envoyer ton genou arrière et puis chercher le clinch et prendre une bonne position au clinch. Et ça vient sur mon point suivant. Dans le premier round contre Taylor Santos, elle défend très très facilement la lutte avec un underhook et le single collar tie de l'autre côté. Et ça, je pense que c'est une position qui peut être travaillée justement. Tu viens à l'encontre de Erin, tu viens chercher le clinch, tu mets ton genou et puis tu travailles ta défense à partir de là. Tu sors si tu veux, ou bien tu restes au clinch pour envoyer des coups de genou, des coups de coude. Dès que tu as le single collar tie et le underhook contre un lutteur, c'est plutôt intéressant pour le striker. Ouais, je pense que c'est très intéressant. Voilà. Et alors le dernier point, puisque ça on en parle beaucoup avec Aldric, c'est la défense à la cage doit être séquentielle. C'est d'abord stopper l'envie du takedown et puis chercher une sortie proactive. Tu peux pas te dire ok, je suis prise au clinch à la cage, tant qu'elle m'amène pas au sol, c'est bon. Parce que si tu restes à la cage, elle va marquer ses points et c'est comme ça que tu peux perdre des bad rounds. Donc il doit vraiment y avoir cette mentalité de ok, je suis pris au clinch à la cage, j'ai défendu son amener au sol. Maintenant, on est au clinch à la cage. Je dois sortir de là pour reprendre une distance qui m'avantage beaucoup plus. Voilà, ça c'était tous mes points. Bah écoute, très intéressant. Moi, mon dernier point, c'est sur les rounds. Je me demande si, donc je te disais qu'il fallait qu'elle prenne le premier round. Ensuite, c'est un peu plus difficile de savoir quel round elle doit prendre, tu vois. Mais parce qu'on pourrait très bien avoir la possibilité de prendre le deuxième round. Comme tu dis, en changeant un petit peu les techniques, en changeant un petit peu la stratégie, avoir un troisième round un peu plus light, entre guillemets. Récup. Ouais. Et peut-être faire croire qu'il y a de la fatigue, revenir dans le quatrième et puis s'assurer de survivre au cinquième, tu vois. Et là, on aura... Ouais, j'aime bien le 1-2-4. C'est un truc que j'aime bien. Sauf si le 1-2, c'est vraiment un boulevard. Et dans ce cas-là, tu dis, OK, tu sais quoi, je vais écraser le combat dans le 3. Si elle se dit, je suis capable d'écraser dans le 3 et en plus de ça, survivre sans problème le 4 et 5 avec du déplacement. Et ça, Aldric avait beaucoup conseillé à Baki contre Doumbé, c'est travailler le cardio des mollets pour être capable de beaucoup te déplacer sur la durée du combat. Et je pense que Manon l'aura fait aussi. C'est une capacité à, comme j'ai dit, tu vois, quand elle est contre une grappleuse dans le troisième round, elle va moins attaquer. Par contre, elle va se déplacer tout autant. Et là, je pense que l'optique, c'est OK, Manon, c'est toi dans la cage, c'est toi qui sens ton énergie, c'est toi qui dois savoir si tu peux continuer à accélérer dans le 3 ou si tu dois commencer à ralentir un peu dans le 3, mais pour continuer à favoriser ce déplacement, pour laisser le moins d'ouverture possible à Erin de casser cette distance et pouvoir imposer sa lutte. Ouais. Et son sol surtout. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Après, il reste une stratégie, hein, c'est que je ne sais pas si Erin Blancheville a réellement une lutte en chaîne, tu vois, pour vraiment, genre si elle met la main dessus sur Manon, la mettre au sol à tous les coups, tu vois. Non, c'est pour ça que moi j'ai vraiment un truc séquentiel dans la défense de lutte pour Manon. Tu vois, à l'ouvert, c'est vraiment ce underhook single collar tie, et à la cage, c'est vraiment stopper d'abord et puis sortir. Ouais, mais tu vois, parce que je trouve que Erin n'a pas vraiment le chaining qualitatif que Tatiana Suarez a, par exemple. Il y a aussi la possibilité, tu vois, de prendre de l'énergie à un lutteur, ou un grappleur qui cherche à te mettre au sol, d'être capable de ressentir, tu vois, quand il met plus d'énergie que toi à défendre. Et donc, de le mettre dans cette zone-là, il se dit, ah, j'y vais, tu vois, même si ça dure 2 minutes, que ça se fatigue, que toi, tu quand même conserves ton énergie en t'assurant, bien évidemment, pas de te retrouver dans une situation catastrophique, pour pouvoir après l'avoir mis en dette d'énergie et pouvoir la boxer facilement, tu vois. Donc ça, en fonction un petit peu des sensations, comme tu le disais, hein, en fonction de ce que Manon va ressentir, peut-être qu'il y aura des moments où il y aura du clinch, où il y aura de la défense de lutte, mais sans énergie. Pas comme elle a fait contre Bueno Silva. le seul takedown entre guillemets qu'elle a contre Maya, où je trouve qu'elle a utilisé l'énergie, on voit sur son visage qu'elle force pour chercher à se relever et tout, tu vois. Et ça peut être... je pense que dans ce combat-là, elle avait vraiment le mode ground is lava. Enfin, pardon. Ground, elle en dessous, parce qu'elle a initié la lutte aussi dans le premier. Et ça, c'est peut-être un élément. Ça, c'est un élément que je voulais dire. Je l'ai pas noté parce que j'y ai pensé après avoir pris mes notes hier soir. Mais ici, il faut pas faire la même erreur que Santos. Santos, elle était très bien dans ce premier round.
Et c'est elle qui initie un peu la lutte dans le deuxième. Et contre Blanchfield, je pense que même si tu te sens capable de l'amener au sol, encore une fois, c'est cette logique Georges Saint-Pierre, où se trouve la plus grosse différence de niveau Ouais. entre toi et elle, c'est debout. Donc même si tu considères que c'est un 55-45 à ton avantage au sol, reste là où c'est un 80-20. Ouais. Donc j'aimerais pas voir cette... ouais, je vais considérer ça comme une petite erreur de jugement d'avoir initié la lutte contre Jennifer Maia et même contre Bueno Silva. Dans le premier round, à la fin, elle initie elle-même la lutte et Bueno Silva part d'ailleurs sur une tentative de soumission tout à la fin qui fait que Manon se retrouve après sur son dos. Ça, c'est le genre de truc, non. Voilà, t'as un chemin vers la victoire qui est clair, on reste dedans. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Très bien. Du côté de Blanchfield, quelles seraient les choses à faire pour prouver ce statut de favorite? Moi, je pense qu'elle doit être relativement patiente dans ses tentatives de mise au sol. Ça va être la première chose. Ouais. Et je pense qu'elle doit aborder ce premier round en cherchant à cadrer. Mais comment dire Ouais. ça? Je veux pas la voir avancer droit parce qu'elle est face à une karatéka qui sait bien travailler sur la ligne. Je la vois plutôt essayer d'avancer, tu vois, un petit peu avec des changements Ouais, d'axe comme ça, tu vois? mais justement, je trouvais elle faisait ça bien contre Taylor Santos. Quand je disais, tu vois, sur les périodes creuses, elle se déplace bien, tu vois, elle a vraiment des déplacements où elle va faire un step et pivot et des trucs comme ça. Donc, je pense qu'elle est capable de cadrer, Ouais. enfin, qu'elle peut avoir travaillé encore mieux son jeu de jambes pour être capable de faire ça. Et je pense que ça sera intéressant, premier round, de mettre de la pression, d'essayer de fermer le jeu, de cadrer, frapper, aller au clinch, pousser à la cage, travailler, fatiguer, frapper, travailler, pourrir un petit peu ce premier round, tu vois? Frustrer, c'est encore une fois, hein, sur un 5 rounds, le premier round, quand tu frustres ton adversaire, hem, c'est un gros avantage pour toi pour la suite. Si c'est un adversaire qui manque un petit peu d'expérience et qui peut, vouloir absolument se prouver qu'il est capable, tu vois, au premier round, ça peut être là où il y a les erreurs, tu vois? Ouais, bah c'est ça. Surengager contre quelqu'un comme Blanchfield, c'est très très risqué. Et donc, on sait très bien que frustrer amène de temps en temps à ne moins bien gérer ses émotions et par conséquent surengager parce que tu veux arracher la tête et Ouais. c'est souvent une erreur. Et ça c'est un truc pour Manon, c'est clairement chercher à toucher en piquant, mais pas chercher à finaliser avec une frappe. Il faut que ce soit percutant, mais il faut surtout que ce soit rapide et précis et qu'on pense à la sortie après l'attaque. Ce qui est totalement différent de, ok, tu envoies ton direct pour mettre un KO, c'est là où tu exposes complètement tes hanches, quoi. Donc je pense que ça va être un petit peu la stratégie à adopter. Donc ensuite, Ouais. elle doit vraiment être préparée sur ce premier round à un peu pourrir le combat et à chercher à fatiguer les membres inférieurs, surtout hein, la mobilité de, de Manon. Je De pense pas Manon. qu'elle ait un jeu de low kick pour le travail de mobilité, mais en tout cas, mettre sur de la lutte, fatiguer, mettre du poids à la cage, avoir une Manon qui est de profil, tu vois, pour défendre la lutte et tout, mettre des genoux dans les cuisses, par exemple, tous ces éléments-là, des petites frappes qui ont pas réellement d'impact, mais qui vont frustrer mentalement. Et à la fin du round 1, les juges vont dire, bah ouais, bon, bah ok, c'est pour Erin, tu vois. Ouais. Ça, c'est intéressant, je pense. Ouais, moi j'avais noté grosso modo la même chose. Je pense que le mouvement est aussi important pour Erin. Si elle reste trop Dans l'axe. pied à plat et ancrée dans le sol, face à quelqu'un qui a des bons blitz en ligne, tu vas te faire connecter. Donc bouger. Elle peut chercher, comme on l'a dit, tu vois, Manon c'est pas spécialement sa spécialité, c'est pas spécialement contrer, mais elle engage beaucoup. Engager au même moment que Manon, ça peut être intéressant pour chercher le clinch. Si tu arrives à esquiver son jab et venir agripper avec un head pinch, un pinch headlock ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Moi, j'avais mis patience et fatigué au clinch. Boxer en sortie de clinch, parce que comme on en a déjà beaucoup parlé, quand tu vois un pattern, un mauvais réflexe chez un adversaire, tu dois essayer, tu dois au moins avoir travaillé pour pouvoir l'exploiter en combat. Et alors, les techniques safe qui font reculer debout. Justement, même si Manon n'est pas une contreuse, elle est capable de contrer. Et si tu commences à utiliser des techniques qui t'ouvrent trop au contre, tu vas te faire connecter par Manon, ça c'est sûr et certain. Donc je pense notamment au double jab. Tu vois, le double jab, c'est relativement safe. Face à quelqu'un qui désengage, ça va faire désengager, ça va te permettre de prendre du terrain et puis cadrer derrière. Et alors y aller à l'usure, c'est vraiment cette stratégie de. C'est pas parce que dans les 2 premiers rounds j'ai pas réussi de takedown que j'ai pas y parvenir dans 3, 4, 5. Ouais.
Donc, c'est garder ce mental. Ok, même si dans le premier, deuxième, ça se passe pas très bien pour moi dans ma stratégie. On a déjà vu beaucoup de combats comme ça, hein, où le striker, il a 100% de takedown defense sur le 1-2. Et puis 3, 4, 5, ça s'inverse parce que voilà, le lutteur est plus habitué à cette fatigue. Donc voilà. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en tout cas, sur le général pour Blanchfield, c'est de mettre, comme tu as dit, de pousser le combat dans la fatigue lutte, tu vois. Dans une sorte de combat où les déplacements sont moins bons, ça frappe et on retourne dedans et soit dans sa zone de fatigue pour Erin et que ça ne soit pas la zone de fatigue où va performer Manon, tu vois. Il y a eu un très beau combat au Bellator la semaine passée là, entre Jeffery et comment il s'appelle Fabian Edwards, le frère de Je Leon l'ai pas Edwards. vu, ouais. Où tu avais vraiment le lutteur qui savait qu'en termes de compétences, il était en dessous. Il a mis pression, clinch à la cage. Mais c'est quand même Fabian Edwards qui a gagné par le fait que sur les moments éphémères où c'était en pied-point, il arrivait à trouver des super belles ouvertures. Mais la stratégie de son adversaire, c'était incroyable, quoi. Jeffery, il est venu avec la stratégie au point pour ce type de combat. Il n'arrivait pas à mettre au sol, mais c'est pas grave, il allait chercher le clinch. Au clinch, il mettait les genoux à la cuisse, etc., etc. Et ça, franchement, c'est... Jeffery, c'est celui qui a la coupe... le mulet. Là. Ah ouais, je vois. Ouais. Je vois. Franchement, combat... à Killcliff. moi, j'ai bien aimé. C'est possible. Je pense. C'est possible. Ouais, je me rappelle plus de qui il y avait dans son coin. Je pense que je le suis sûr. Voilà, c'est pas le combat le plus divertissant, mais sur l'approche stratégique d'un striker contre un lutteur avec le striker qui est meilleur techniquement, j'ai trouvé ça intéressant de la part de Jeffery. Je trouvais que Fabian Edwards, il a vraiment pas bien géré stratégiquement ce combat, mais il a quand même gagné, donc respect pour ça. Je m'énervais un peu aux commentaires en disant je comprends pas pourquoi il accepte aussi facilement d'être au clinch, mais un beau combat à analyser pour prendre des leçons dans ce genre de dynamique. Ok, je propose qu'on passe à la question des membres. J'y demande parce que quasi toutes les questions portaient sur le même sujet. Donc, petit interlude, voilà. Ça fait plus de 50 minutes qu'on discute. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Likez, mettez votre pronostic en commentaire. Et je rappelle qu'il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre. Ça nous supporte financièrement dans nos différents projets et ça vous donne accès à certains avantages, notamment des vidéos exclusives, mais aussi la possibilité de poser vos questions, le fait qu'on réponde à tous vos commentaires également. Alors, les questions, c'est par rapport au TUF, l'impact du TUF sur la suite pour Manon en cas de victoire. Donc, pour mise en contexte, Shevchenko contre Grasso 3, c'est confirmé. Par contre, c'est confirmé après le TUF. Le TUF a commencé à être produit, je pense, la semaine passée. 13 semaines de production, 13 semaines de diffusion, et puis le combat Grasso contre Shevchenko 3. Donc, ça nous amène aux alentours de l'UFC Paris. Donc ici, si Manon gagne, tout le monde sera d'accord pour dire c'est la prochaine challengeuse. Mais son title shot, si tout se passe bien, ce serait décembre-janvier. Et ça pourrait être poussé même à février-mars de 2025. Là, on est en mars 2024, quoi. Donc, est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle reste active, en sachant qu'elle peut rester active à l'UFC Paris, ce qui est toujours attractif pour un combattant français? Ou bien, est-ce qu'elle se positionne comme backup pour le combat grâce au Shevchenko et que ça lui permet encore plus de s'asseoir sur ce title shot, en sachant que si tu t'assois, tu as toujours ce risque qu'une Maycee Barber reste active et commence à avoir aussi ses arguments pour un title shot. C'est une situation compliquée. Qu'est-ce que toi tu penses? Je pense que l'UFC ils font un peu n'importe quoi. Ouais. Incompréhensible. Je crois que c'est la première fois est-ce qu'il y a déjà eu ça, des ceintures comme ça qui restent bloquées, notamment par des problèmes politiques, enfin internes à l'UFC, tu vois? J'allais dire une ceinture qui est restée longtemps bloquée, c'est Figueiredo Moreno, tu vois. Mais en même temps, il n'y avait pas de contender ultra. Oui, il n'y avait pas de. Voilà, ultra positionné, quoi. Attends, c'est ça que je disais en intro du podcast, j'ai vraiment galéré à trouver il faut rappeler quand même que c'est une catégorie où on a mis un vainqueur du TUF directement pour la ceinture et que là, on a un numéro 10 qui affronte la ceinture. Donc pour moi, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, comme tu dis, il n'y avait pas de roster avec un top 5 qui est méritant, tu vois. Mais c'est pour ça que historiquement, vraiment, j'ai galéré à trouver des combats où tu t'es dit, ok, allez, ça c'est un combat entre deux mecs ou filles qui sont déjà légitimes pour le titre, qui s'affrontent l'un contre l'autre sans ceinture intérim en jeu, dans l'attente du champion. C'est extrêmement rare,
Non, je ne comprends pas trop, parce qu'on a ça avec les poids lourds, tu vois? Là, on l'a à nouveau et enfin, pour je comprends même pas pourquoi ils organisent un TUF, tu vois? À un moment donné, les gars, Mais non, c'est quoi? C'est la le teuf avec nostalgie, c'est quoi? McGregor et Chandler, ça a floppé. Bah alors avec Grasso contre Shevchenko, qui va regarder? Surtout que Qui c'est va un TUF regarder ça? masculin, j'imagine? Je sais La plus quelles sélection, sont je crois les que c'est des, divisions. Ouais, c'est des mecs coachés par Grasso mais bon, vraiment. donc je comprends pas. Ça va être un flop, ça bloque une catégorie. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens et en plus sur le long terme, ça va rien rapporter comme avec les poids lourds, tu vois? Plus ils Ouais, attendent avec Jones, plus ça va couler leur combat et tout ouais. le monde s'en fiche, tu vois? Écoute, je trouve ça vraiment, vraiment très, très embêtant pour, et Manon et Erin, hein, dans Ouais, cette les deux, histoire-là. ouais. Concernant Manon, effectivement, d'être backup, c'est toujours intéressant parce qu'elle peut réellement faire 2 camps entre guillemets pour 2 potentiels adversaires, tu Ouais. vois? Et se préparer pour 5 rounds, donc c'est toujours bon à prendre. Surtout que, bah, il y a la monnaie derrière, quoi, donc ça reste, très intéressant. Combattre à l'UFC Paris à la place, je sais pas. Ouais, c'est plus pour l'expérience. Je pense que maintenant, là, elle a 34 ans. Je pense que c'est son title run. Et moi, honnêtement, prendre des combats pour prendre des combats, maintenant, ouais, elle le fait contre Erin. Heureusement qu'elle l'a fait parce que t'imagines. Sinon, clairement, elle allait se faire griller la Ouais, bah, priorité. elle a pas eu le Mais choix, hein. un de plus, non, je pense que. Ouais, elle n'a pas eu le choix. C'est vrai que le combat a été annoncé avant que les contrats soient Ah envoyés. oui, Donc, ouais, ça fait partie des nombreux combats où ça arrive. Euh, ouais, je pense que se positionner comme backup, c'est une bonne je idée pense, et oui. ça devrait garantir aussi le title shot quelques mois plus tard, dans l'espoir où la vainqueur sort sans bobo et que ça puisse être Puis après replanifié tu après, quoi. payes un type pour aller casser, un genou, tu vois? Valentina s'est fait casser le genou par un type, qu'on ne connaît pas. Il Alors, avait venez il nous avait une envoyez-nous un casquette mail si vous êtes prêts à... il avait une casquette et des baskets de collection. Heureusement Manon est prête pour Et tes backups. Quel hasard. ouais, ouais. Non, On n'a rien on a dit. rien dit. Mais si quelqu'un est prêt à le faire, envoyez-nous un DM. Non, j'ai... Non, enfin voilà, ouais, c'est très, très embêtant. Je pense que le d'être backup, Ouais. c'est vraiment pas une situation, facile, hein. C'est clair, on se dit: «Ah bah, c'est bon, je vais être payé juste pour faire la pesée», mais il faut quand même vous rendre compte que vous devez vous préparer pour 2 potentiels adversaires, que vous êtes à fond et que, il y a 80 de chances, même plus que ça, que, le combat se fasse pas, quoi. Et s'il se fait, Ouais, hein, et ouais, s'il se fait, c'est genre: «Ah OK, ça va», tu vois? C'est ouais. compliqué, moi, je Bah, avec un peu de chance, tu vois, t'es prévu backup. Mais non, non, j'ai une bêtise. pourquoi? Ce que j'allais dire, avec un peu de chance, tu vois, t'es prévu comme backup 8 semaines à l'avance. Donc là, tu vas vers ton poids. Et 3 semaines avant le combat, il y en a une des deux qui se blesse. T'as quand même 3 semaines en disant, OK, maintenant, c'est ce profil-là. Mais Gamrot, il était backup pour Islam contre Charles Oliveira. Oliveira se blesse et c'est Volkanovski qui lui grille la priorité. C'était chouette. Genre, le backup est resté backup, quoi. Mais bon, avec l'UFC, il n'y a Non, vraiment ouais, aucune c'est vrai. garantie. Donc oui, donc je pense que ça sera la meilleure solution. Mais après, voilà, hein, c'est aussi en fonction des volontés de carrière. Et je sais que Manon, elle avait dit comme ça que elle, il y a la ceinture, bien évidemment, mais il y a le fait de montrer que c'est la meilleure. Et donc, si elle doit affronter quelqu'un d'autre et la battre pour le prouver, elle le fera, Mm. tu vois. Et c'est vrai que c'est une Ouais, ouais. mentalité que moi, que je trouve, moi, que j'aime bien, tu vois. J'aime bien aussi. Le seul truc, c'est que tu peux prouver que tu es la meilleure en te blessant aussi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu peux gagner, te blesser. Par exemple, prenons l'exemple. Elle prend Macy Barber en septembre à Paris. Donc, elle gagne contre Ouais, Erin. Elle dit non, je veux pas être le backup, je veux prouver que je suis la meilleure, je prends Macy Barber à Paris. ouais. 2 semaines avant, il y a Shevchenko contre Grasso. Une des deux gagne sans Mm. bobo. Tu te dis, OK, elle va vouloir défendre peut-être en décembre. Et là, il y a Manon qui gagne contre Barber, mais elle se casse le poignet ou un truc comme ça. Bah, elle se fait griller la priorité sur blessure, Ouais, tu c'est vois. vrai. Elle serait la contender numéro 1. Donc, pour moi, il y a ça aussi à considérer. Mm, mm, Euh, donc voilà, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, OK, maintenant, tu as 7-0 à l'UFC. mm, Tu mm, viens de battre Choukagian, Rose Namajunas, Erin Blanchfield. mm, mm, mm. Il n'y a personne qui pourrait te griller la priorité, quoi. Même si Ronda Rousey revient en flyweight. Ok, prono et préférence.
Préférence, bah, bien évidemment, hein, je vais être avec, Manon Fiorot et j'espère l'emporter, j'aimerais bien un petit KO TKO, ça serait vraiment bien, tu vois? Comme ça, Mhm. bah, bien évidemment, ce serait ma préférence. Prono, je sais pas, c'est compliqué. T'as peur d'Aldric ou? Non, 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 c'est que j'ai du mal à me projeter un petit peu sur, pour moi, c'est sur ce genre de profil, on devrait à chaque fois avoir 2 pronostics, tu vois? Heu, Ouais. après voilà, je sais que Manon a la décision, Erin a la décision. non, mais en fonction du premier round, tu vois? Je pense que le premier round va un peu Ouais. définir la direction du combat et et voilà, je pense qu'on a relativement bien défini, ce qui risque de se passer, tu vois? Ouais. Ouais, je pense qu'on a bien Mmh, mmh exploré mh. les différents scénarios possibles. Donc moi, j'ai quand même te donner ma préférence. Je suis aligné avec toi. J'aimerais bien avoir un TKO de Manon dans le 4 ou 5 pour montrer aussi qu'elle est capable de finaliser tard Mmh, dans un mmh mh. combat, ce qui prouverait quand même pas mal de choses. Et j'ai écrit idéalement sans montrer son sol pour un peu garder le côté mystère de son sol. Tu vois, montrer un excellent déplacement, une bonne défense de lutte, et les gens seront là. Comme ça, on Ouah, peut quel est son niveau au Comme sol ça, et on peut tout, faire tu une vois. vidéo genre, que vaut le niveau de Manon Fiorot, Voilà, c'est ça, c'est ça. en mode Et espionnage, par contre, des vieilles vidéos d'entraînement. mon, et mon pronostic, ce sera Manon à la décision. Ouais, bah, écoute, oui, prono, non, mais si je me mouille, je pars du principe que Manon a un meilleur niveau que ce qu'elle a montré debout et qu'elle va avoir, facile à défendre, les amener au sol et oui, je vois plutôt une Manon décision. Ouais, Mmh. ok, on est d'accord. Je pense qu'on a fait un bon tour là. Ça faisait longtemps que je voyais pas un petit 1 heure en bas de mon écran d'enregistrement. Merci à tous ceux qui ont suivi jusque maintenant. Brian, un tout grand merci pour ta préparation comme d'habitude. Et ouais, je le répéterai à chaque fin de podcast, mais chaque échange m'apprend des choses et je kiffe à mort. Merci. Merci, Ciao, merci à ciao. tous. Ciao.